Donc, rebonjour. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend. Très bien. Donc, on va enchaîner pour le deuxième cours. C'est un cours tout simple. Donc, il s'agit du cours des dysraphies spinales. Là, je vous ai mis sur le titre les spina bifida. Donc, spina bifida, ça fait partie des dysraphies spinales. J'ai préféré me focaliser sur la spina parce que c'est ce qu'on voit le plus. Malheureusement, vu la conjoncture actuelle, vous n'arrivez pas, vous pouvez pas venir au niveau du service et voir ces différentes malformations. J'espère que lorsque il y aura plus de crise sanitaire du Covid, vous aurez l'occasion de venir, de voir un peu de quoi il s'agit. Donc, le spina bifida ou la spina bifida, on peut dire les deux, est l'un des plus graves défauts de fermeture de la colonne vertébrale, compatible avec une vie prolongée. Ce défaut est globalement l'une des anomalies congénitales les plus fréquentes. Elle touche le plus souvent la partie la plus basse du rachis thoracique, la région lombaire ou sacrée, et s'étend habituellement sur 3 à 6 segments vertébraux. La gravité va de formes occultes, sans lésions apparentes, jusqu'à des formes saillantes, spina bifida kystique, à des formes avec un rachis complètement ouvert, on parle de rachis-schisis, qui s'accompagnent d'un grave handicap neurologique et sont souvent mortels. Donc, pour résumer le tout, donc le spina bifida, c'est un défaut de fermeture du tube neural. Donc, le tube neural, au cours de l'embryogenèse, il va se fermer généralement au cours de la première semaine de vie du fœtus. Donc, le tube neural est ouvert, il va se fermer. Quand il va se fermer et fusionner, on va avoir une colonne vertébrale normale avec une moelle, de l'os, le contenu et le contenant vont être normaux. Parfois, ici, on peut avoir un défaut de fermeture. Donc, ce défaut de fermeture est segmentaire. Il peut être à un seul niveau, ou bien plusieurs niveaux, ou bien tout le rachis qui ne se ferme pas. Donc, et la gravité va aussi de forme mineure, où c'est juste une atteinte de l'os, un défaut de fermeture osseux, jusqu'à une atteinte grave, où toute la moelle est saillante à travers un trou. Donc un défaut au niveau de la peau, au niveau de l'os et au niveau des structures nerveuses. Donc, il y a des formes occultes et il y a des formes visibles. Donc, spina occulta aperta et spina bifida occulta. Les occultes sont les formes les moins graves. Donc, c'est des anomalies de la peau recouvrant le bas du dos. Typiquement, il s'agit de lésions de la région lombosacrée. Il s'agit d'une fistule qui n'a pas de fond visible au-dessus d'une partie inférieure du sacrum. Fistule, ça veut dire qu'il y a un petit trou, juste un petit trou d'un millimètre, et à travers lequel parfois il peut y avoir un petit liquide qui va s'écouler, un liquide blanchâtre. Et on parle de fistule. De zone d'hyperpigmentée, donc une zone d'hyperpigmentation, ou bien d'une asymétrie de la fente fessière avec une marge supérieure déviée d'un côté. Une touffe de poils. Donc là, c'est différentes formes qui sont visibles à l'examen direct. Si on les voit, ça nous fait présager qu'il y a une anomalie de fermeture de la moelle. Donc ces enfants ont souvent des anomalies dans la partie sous-jacente de la moelle épinière, telles que les lipomes ou une moelle attachée, dans laquelle la moelle a un attachement anormal, forme de spina bifida. Donc, la moelle épinière, au cours de l'évolution, au cours de la croissance, elle va s'allonger. C'est pour ça, quand on a parlé tout à l'heure de la moelle, de la compression médulaire, je vous ai dit que la moelle se trouve au niveau de L1, L2 en général. Parce que mais à la naissance, la moelle descend très très bas, pratiquement au niveau sacré. Mais au fur et à mesure de la croissance, elle va remonter parce que la moelle, c'est une structure nerveuse, elle ne va pas grandir. Donc, elle va monter, monter, monter jusqu'à atteindre sa localisation habituelle au niveau de L1, L2. Mais elle reste toujours attachée au sacrum par un ligament et on appelle ce ligament le filum terminal. Parfois, dans les formes de spina bifida, vous avez une moelle attachée. Donc, il va rester attaché au niveau sacré. Ça va entraîner une traction très importante sur la moelle qui va se manifester par des troubles neurologiques, généralement vers l'âge de 8-9 ans. Donc, ici, vous avez un exemple
La forme, vous n'avez pas compris la forme occulte. La forme occulte, ben, c'est ça. C'est une forme qui n'est pas visible. Vous allez comprendre après, en voyant la forme ouverte ou kystique, vous allez voir la différence. Si vous ne comprenez pas, je reprends. Donc ici, c'est une touffe de poils au-dessus du sillon interfécier chez un enfant. Donc si vous voyez ce genre de lésion chez un nouveau-né, cela présage d'une anomalie de la moelle. Il faut essayer de faire un dépistage. Ici, vous avez une zone d'hyperpigmentation et une hyperpilosité. Donc, ça témoigne peut-être d'une anomalie de la moelle. Ici, sur une radio simple, faite à un enfant ou bien un adulte, vous voyez que les épineux, ici, il y a un vide, une solution de continuité. Donc, il y a un vide. Normalement, les deux sont attachés et ça présage et ça témoigne d'une forme de spina. La spina kystique. Donc, elle est visible. Donc, c'est un sac hernier qui peut contenir des méninges, des méningocèles et ou de la moelle épinière, myéloméningocèle ou myéloméningocèle. Contrairement à la forme occulte, où on voit juste une peau normale avec une zone d'hyperpigmentation, c'est tout. Même si à l'intérieur, il y a des anomalies, mais à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Dans les formes kystiques, vous voyez un gros sac, une grosse hernie, dans laquelle il peut y avoir que du liquide, on parle de méningocèle, ou bien des racines, et on parle de myélocèle. En général, il s'agit de myéloméningocèle. Ça veut dire qu'il y a de la moelle et des racines à l'intérieur. Dans un myéloméningocèle, le sac contient habituellement des méninges avec une plaque neurale centrale. Donc, comme je dis, donc, des racines, des méninges et de la moelle. S'il n'est pas bien recouvert de peau, le sac peut se rompre facilement, ce qui augmente le risque de méningite. Ce qui est compréhensible. Donc, si vous avez un sac dans lequel il y a du LCR et qui vient à se rompre, donc le LCR va être mis en contact avec le milieu extérieur et risque de s'infecter rapidement et entraîner des méningites. Là, c'est la forme kystique. Donc, chez un enfant, vous voyez très bien qu'il a une grosse sac, une grosse hernie kystique de contenu liquidien avec une peau qui est très mal épidermisée. Vous la voyez ici, elle est rougeâtre. Elle est très fine, inférieure à quelques microns. Je ne dirais pas millimètres, c'est moins que le millimètre d'épaisseur. Elle est tellement fine qu'on arrive à voir par transparence à travers cette peau. Donc, le sac hernier, là, ce sac-là, qu'est-ce qu'il peut contenir à l'intérieur? À l'intérieur, donc ici, c'est normal. Vous avez l'épineuse qui est normale, vous avez la moelle normale, tout est normal ici. Là, c'est la forme occulte. Donc, le sac, la moelle est normale, la dure-mère normale, mais vous n'avez pas d'épineuse. Donc, c'est une forme de spina, même si la peau est normale. Ici, c'est les formes de spina kystiques. On peut avoir dans le kyste que du LCR, donc c'est le kyste, à l'intérieur que du LCR. On parle de méningocèle, ou bien de moelle et des racines, et on parle de myéloméningocèle. Généralement, ces dysgraphies spinales sont souvent accompagnées d'hydrocéphalie. Donc, premièrement, parce que ces enfants sont souvent porteuses d'une malformation de carie. Parfois, on ne trouve aucune autre malformation, mais malgré ça, il y a de l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie est très, très fréquente et très fréquemment associée. On ne peut pas toujours comprendre pourquoi. On ne sait pas pourquoi il y a l'association d'hydrocéphalie avec myéloméningocèle. Pour l'instant, la science n'est pas arrivée à déterminer pourquoi il y a cette association. Parfois, l'association est visible parce que ça rentre dans un cadre polymalformatif, mais le plus souvent, on ne trouve rien du tout et pourtant, ils ont des hydrocéphalies. Aussi, on peut trouver des syringomyélies, donc c'est des cavités liquidiennes à l'intérieur de la moelle. Les étiologies. Les causes semblent multifactorielles. La carence en folate est un facteur significatif et il semble y avoir une composante génétique. Les autres facteurs de risque comprennent l'utilisation maternelle de certains médicaments, par exemple le valproate, c'est de la dépakine, et le diabète maternel. Donc actuellement, il n'y a que des hypothèses et des théories. La plus probable, c'est par rapport au folate, l'acide folique, vitamine B6, vitamine B9. Donc,
Et il se pourrait qu'il y ait une composante liée à un déficit en cette vitamine. Mais d'autres facteurs qui sont pratiquement systématiques, comme la prise de certains médicaments. Par exemple, la dépakine, le valproate. D'ailleurs, il est déconseillé déconseillé pour les femmes enceintes. Les femmes qui sont épileptiques et qui doivent prendre leur traitement antiépileptique et veulent faire une grossesse, elles doivent arrêter ce médicament et le remplacer par un autre médicament. Le diabète maternel aussi est en cause. Donc, sur le plan symptomatologique, donc c'est une atteinte du système nerveux qui entraîne un déficit neurologique lorsque la moelle épinière ou les racines nerveuses lombosacrées sont concernées. Donc, c'est des structures nerveuses qui sont mal formées. Vu qu'elles sont mal formées, donc elles ne vont pas se comporter et elles ne vont pas avoir une fonctionnalité normale. Donc, généralement, s'y associe un déficit. Le déficit peut être sensitif, moteur, mais à des différents degrés. On peut avoir une atteinte complète avec une paraparésie, par exemple, totale, paraplégie totale, comme on peut avoir un petit déficit ou bien une atteinte segmentaire d'un muscle ou segmentaire d'un membre. Le tonus rectal aussi est habituellement diminué. Parfois, il est normal, parfois, il est aboli, il n'y a pas de tonus rectal, et généralement, il est juste diminué. L'hydrocéphalie peut causer une symptomatologie minimale évocatrice d'une hypertension intracrânienne. Bien sûr, quand il y a dilatation et augmentation du périmètre crânien, cela va entraîner quand même une hypertension intracrânienne. L'atteinte du tronc cérébral peut être responsable de manifestations telles que les stridors, troubles de la déglutition et l'apnée intermittente. Les signes neurologiques, on en a parlé, les signes orthopédiques. Le plus fréquent, c'est le pied beau. S'associe très régulièrement à ces myéloméningocèles ou bien à ces dysraphies. L'arthrogrypose des membres inférieurs et luxation de hanches, des kyphoses, des scolioses. Mais principalement, il faut retenir le pied beau. Pied beau systématiquement recherché dans le cadre d'une méningocèle ou bien du myéloméningocèle. Symptomatologie urologique. Donc, il s'agit d'une vessie neurologique par défaut d'innervation, un reflux urinaire, hydronéphrose, des infections urinaires itératives et une insuffisance rénale. Pourquoi il y a ces problèmes urinaires? Parce qu'il y a les sphincters de tout l'arbre urinaire qui sont mal formés, qui sont anormaux. Généralement, ça va entraîner un reflux vésico-urtéral. La vessie ne marche pas bien, donc il va y avoir un reflux des urines qui, au lieu de sortir à l'extérieur, vont revenir vers le rein. Ils vont entraîner une hydronéphrose et à terme vont détruire les reins. Donc, il faut faire très attention, même si au début, on ne voit pas ça. C'est la partie émergée de l'iceberg dans le cadre des dysraphies. On ne pense pas forcément aux problèmes urinaires parce qu'on ne les voit pas, surtout chez un bébé. Mais il faut les dépister parce que quand il va grandir, ce sera trop tard. Ses reins seront bousillés. Le diagnostic, en plus du diagnostic clinique, on a le diagnostic paraclinique qui est fait grâce à l'IRM. Donc, l'IRM va nous montrer l'anomalie, comme elle est, les racines qui sont mises en jeu, la moelle, est-ce qu'elle est prise ou pas, est-ce qu'il y a une moelle basse attachée ou pas. Pour le dépistage, il s'agit d'un dépistage maternel, donc au stade fœtal ou bien au stade embryologique. On fait des échos de suivi de grossesse et on arrive à voir la malformation à l'écho maternel. Dosage aussi des alpha-fetoprotéines dans l'amniosynthèse. Donc, on fait un prélèvement du liquide amniotique et on analyse le taux d'alpha-fetoprotéines. Le pronostic de cette anomalie, il varie en fonction du niveau de l'atteinte et du nombre et de la gravité des anomalies associées. L'insuffisance rénale ou les complications liées aux shunt sont des causes habituellement de décès chez les patients les plus âgés. Le traitement, donc le traitement, il s'agit d'une réparation chirurgicale de la lésion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va jamais restituer ou bien rendre ce que le naturel ou normal, ce que la nature n'a pas fait. Donc, il faut se mettre bien ça en tête. Notre traitement en tant que chirurgien, et peu importe les lieux, parce que j'entends beaucoup de gens dire, voilà, aux États-Unis, on est en père, tout ça.
c'est faux, c'est archi faux. On ne peut pas rétablir une voie nerveuse. Donc, si vous avez des anomalies des nerfs, personne, en tout cas à ce stade-là de la science, au niveau mondial, personne ne va réparer les nerfs. Personne ne va réparer la moelle. D'accord? Donc, s'ils sont anormaux, ils sont pas bien constitués, il n'y aura rien à faire. Notre but, ce sera une chirurgie esthétique. Donc, on va enlever le kyste, on va essayer de réparer la dure-mère, et comme ça, l'enfant pourra se mettre à l'aise sur le dos. Il n'y aura pas de risque d'infection, il n'y aura pas de risque de fistule, et il pourra vivre normalement. Mais s'il a un déficit moteur, il ne va jamais récupérer. Qu'on se mette bien ça en tête. La dérivation ventriculo-péritoniale peut être indiquée dans le cas où il y a une hydrocéphalie. Donc, il s'agit de faire un shunt. Donc, ça veut dire qu'on va faire communiquer les ventricules latéraux ou le système ventriculaire intracrânien avec l'abdomen. Donc, l'excès de LCR va s'évacuer et être résorbé au niveau du péritone. La prise en charge des complications orthopédiques et urologiques, bien sûr, elles sont très importantes. Mais la partie la plus... Donc, donc, je suis revenu en arrière. La partie la plus importante dans notre cours, c'est la supplémentation en folate, donc en vitamine B9. Donc, c'est un élément très, très important car il a été prouvé que généralement, c'est des femmes qui ont un déficit en vitamine B9 qui va entraîner ces malformations, ces anomalies de fermeture du tube neural. Du coup, il y a une supplémentation systématique qui doit se faire à hauteur de 400 à 800 microgrammes une fois par jour chez la femme, 3 mois avant la conception et se poursuit pendant le premier trimestre de la grossesse. Réduit le risque d'anomalie du tube neural. Comme je vous l'ai dit, parce que c'est une anomalie qui se produit précocement dans la vie intra-utérine. C'est pour ça la supplémentation, elle doit se faire principalement avant la grossesse, avant la fécondation. D'accord? 3 mois avant la fécondation et se maintenir pendant le premier trimestre de la grossesse. Donc, les femmes qui sont considérées comme à risque élevé de malformation du tube neural, c'est-à-dire les femmes qui ont déjà eu un fœtus ou un nourrisson qui a une malformation du tube neural, doivent prendre des folates à 4 mg, 4000 microgrammes une fois par jour. Donc, c'est multiplier la dose par 10. Donc, ce genre de maladie, ce genre de l'espina ou l'aspina bifida, c'est une maladie qui est très fréquente ici en Algérie ou dans le Maghreb, ou en général dans les pays pauvres, où l'alimentation n'est pas assez équilibrée. Il y a d'autres pays aussi, un autre pays où on trouve beaucoup de formes de dysgraphie spinale, c'est l'Australie. L'Australie, c'est un pays qui a su combattre cette maladie il y a des décennies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit systématiquement la vitamine B9 dans la farine. Donc, toutes les femmes qui consomment de la farine australienne, donc elles consomment systématiquement, sans le vouloir, de la vitamine B9. La supplémentation, elle se fait à large spectre, qui va toucher tout le monde. Tout le monde consomme de la farine ou ses produits dérivés. Tout le monde consomme du pain, des gâteaux, tout ça, des pâtes. Donc, toutes ces farines-là, on y ajoute la vitamine B9. Et comme ça, ils ont fait reculer cette maladie ou cette malformation et ils l'ont presque éradiquée. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire ici en Algérie. Ça permettra aux gens, à toutes les femmes en âge de procréer, d'avoir leur supplémentation et de diminuer, voire d'éradiquer cette malformation. Donc, comme conclusion, c'est un défaut de fermeture de la colonne vertébrale. Bien que la cause soit inconnue, des taux de folate faibles pendant la grossesse, on augmente le risque énormément. Certains enfants sont asymptomatiques et d'autres présentant de graves troubles neurologiques sous-lésionnels. Le traitement est habituellement chirurgical. Comme question, il n'y a pas de risque de surcharge. Surcharge en quoi? Surcharge en vitamine B9, c'est ça? Alors, Sheima Hseinat, très bien. Donc, si vous vous rappelez bien un peu je ne sais pas quand vous avez fait est-ce que vous avez fait un truc, c'est un cours sur les vitamines. Il y a des vitamines qui sont liposolubles, il y a des vitamines qui sont hydrosolubles. Donc, les vitamines B, ça fait partie des vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C.
Donc, si vous en consommez trop, ça va partir dans les urines, tout simplement. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de risque de surcharge, en tout cas, quand il y a des doses alimentaires. Pourquoi on fait le dosage des alpha-fhétoprotéines? Alpha-fhétoprotéines, ce n'est pas systématique, mais si on le fait, ça témoigne d'un niveau très élevé de malformation. Donc, là où vous avez un taux d'alpha-fhétoprotéines augmenté, vous allez avoir une malformation ou bien une tumeur associée. C'est dû à quoi? À l'hyperpigmentation et la touffe de poils. L'hyperpigmentation et la touffe de poils, l'explication pourrait être liée sur le plan embryologique. La peau vient du même tissu, c'est le même tissu que le système nerveux. Donc, une anomalie au niveau euh, du système nerveux, peau, ça va ensemble, donc il peut y avoir l'association. Honnêtement, il n'y a aucune explication. C'est juste des observations qui sont faites. On n'est pas forcément, par exemple, face à un enfant qui a une touffe de poils, on ne va pas trouver à 100% euh, une malformation. Elle est fortement associée à ce type de malformation. C'est tout. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Très bien. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez demander, voir avec votre délégué. On peut se contacter via des mails. Merci beaucoup. Bon courage et à bientôt.